Hello mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Agneau et bienvenue dans un nouvel épisode. Alors avant qu'on se lance dans le vif du sujet, j'avais envie de rappeler aux quelques nouveaux qui sautent ici, et vous êtes nombreux, eh bien de quoi il s'agit, quel est ce podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, avec ce podcast, je vais à la rencontre toutes les semaines de personnalités toutes plus exceptionnelles les unes que les autres, mais surtout ce que j'aime à faire, c'est aller chercher des personnalités hyper variées, dans des domaines variés, avec des expériences variées, avec des vies tout simplement complètement différentes. Je trouve que c'est une merveilleuse manière d'apprendre à se connaître, d'apprendre à réfléchir et de faire finalement de ces personnes à chaque fois nos mentors virtuels. Et bien, c'est exactement ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui avec Amélie Duchalard. J'étais ravie d'avoir Amélie avec moi sur le podcast parce que c'est très rare d'avoir des personnalités du monde de l'art et j'étais contente donc de réussir à l'interviewer. Amélie en plus a un parcours assez atypique puisqu'elle a commencé banquière d'affaires chez Rothschild pour ensuite faire un 180 total et devenir entrepreneur dans le monde de l'art. Elle a créé donc la fameuse galerie Amélie Maison d'Art. Après pas mal de tribulations, vous allez voir, et je vous laisse d'ailleurs découvrir tout ça dans cet épisode. On a parlé de beau, de qu'est-ce qui la touche dans l'art, de en quoi l'art doit être si important ou peut être aussi important dans nos vies, en quoi le beau peut avoir un impact positif sur nous, un sujet qui me tient à cœur. Mais on a également parlé d'entrepreneuriat, de comment elle a fait connaître Amélie Maison d'Art alors qu'elle ne venait pas du secteur, de comment réussir à émerger justement quand on est un outsider. Bref, plein de sujets qui, j'espère, vous passionneront. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très intéressant et je vous invite d'ailleurs à laisser un petit message à Amélie sur son compte Instagram, notamment si jamais cet épisode vous a plu. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Amélie Duchalard. Amélie, enchantée. Ravie, Pauline. Bah, de même, on est dans un lieu absolument incroyable. On va en parler. Je te remercie de m'avoir invitée ici chez Amélie Maison d'Art. Mais j'aimerais commencer, j'ai fait un peu mon homework, comme on dit, et j'aimerais commencer par la reconversion, qui est un sujet qui intéresse énormément de personnes qui écoutent ce podcast, qui se posent des questions. Quand on arrive vers 40 ans, comme moi, en général, on se pose ces questions. Et toi, tu es quand même passé d'une carrière de banquière d'affaires, si je ne me trompe pas, à une carrière d'entrepreneur galeriste passionné d'art. Alors passionné d'art, j'imagine que tu l'étais déjà avant. Et ça peut paraître un total 180 degrés. Et j'aimerais comprendre quel a été, si tu l'acceptes, ton cheminement dans cette décision. Qu'est-ce qui a fait que tu as pris cette décision? Et puis aussi après, comment est-ce que tu l'as mise en place? Parce qu'il y a tellement de personnes qui se posent ces questions. Je pense que ton exemple sera très parlant. Avec plaisir. Alors, effectivement, j'ai passé 7 ans en banque d'affaires que j'ai quitté en fin 2015 pour monter Amélie Maison d'Art. Hem, pour être assez honnête, c'est plutôt une coïncidence. Je pense que j'aurais pu faire ma vie en tant que j'aurais pu Ça faire te ma plaisait? carrière, ouais, ouais, j'adorais ça. On associe souvent une reconversion à un rejet, c'était pas du tout mon cas. Un peu une coïncidence, il y a des raisons personnelles, j'ai rencontré mon mari à la banque et c'est pas un secteur dans lequel, c'est très déontologique de travailler ensemble, donc Hmm. 1re raison et ensuite, j'ai quand même, effectivement une affinité particulière avec le secteur artistique et donc je m'interrogeais pas mal, sur la façon dont on pouvait un peu repenser, les codes des galeries traditionnelles et repenser l'expérience qu'on peut avoir avec une œuvre d'art. Donc tout ça mis ensemble a fait, que j'ai souhaité essayer en tout cas, de développer cette activité et alors 2 choses, un peu comment le virement de bord s'est fait. Le premier pas, il a été fait grâce quand même au métier de banquière d'affaires. J'accompagnais des entrepreneurs, plutôt des PME, j'étais dans le segment small et mid cap et donc j'accompagnais des entrepreneurs dans la cession et l'acquisition de boîtes, mais j'étais donc aux côtés d'entrepreneurs toute la journée. Hmm. Donc en fait, déjà, c'est assez inspirant, Puis tu et vois qu'ils sont pas si brillants et que non, du mais coup qui sont tu peux assez peut-être le faire. normaux. Non, mais c'est tout à fait vrai. Qui sont assez normaux, sympas, qui rencontrent des moments difficiles et Ouais. qui les surmontent, que tout est possible, qu'il y a des moments de haut, des moments de bas et cetera. Enfin, en tout cas, que c'est réel et que Hmm. c'est accessible. Je pense que je suis, moi, pas très averse au risque. Je me pose pas des milliards de questions et donc ça m'a quand même permis de me dire assez vite: «J'essaye». Je me suis donné un calendrier, je me suis dit: «J'essaye 1 an, ça marche, super, ça marche pas, aucun problème, je retournerai en banque d'affaires». Comme c'était pas un rejet en plus, c'était Hmm. assez simple comme cheminement et donc j'ai démarré comme ça, sans me poser vraiment trop de questions
et en avançant même, en avançant, progressivement au moment de la création. C'est-à-dire j'avais pas tout n'était pas du tout, gravé dans le marbre, dès le départ. Mais c'était Heu, une question, c'est drôle, que je voulais te poser. C'était est-ce que tu avais une vision hyper claire de ce que tu voulais dès le début? Tu sais, il y a un peu ce mmh, rêve de ouais, l'entrepreneur qui a sa plateforme de marque et cetera et puis non, en fait, il y a ceux qui vont plus, pas à mmh. pas, quoi. Ouais, non, non, pas du tout, moi j'étais assez bordélique, je pense même dans Et quels heu, étaient les insights quand même de départ que tu avais? ouais, des mauvaises expériences en galerie, mais Ouais. donc moi j'ai été vraiment très habituée à franchir le pas de galerie, parce que j'ai une maman artiste et un père collectionneur, enfin j'adore ça. Mais je voyais bien que mon environnement, d'amis et même au boulot, avait beaucoup plus de mal quand, vous êtes pas, accompagné ou élevé dans ce cadre-là. Hem Et puis, des constats assez simples, des galeries qui des formats qui n'ont pas du tout bougé depuis, la 2 guerre mondiale, au contraire qui se sont beaucoup refroidis. Alors que tous les secteurs du luxe notamment, parce que c'est un secteur, qui ça fait partie quand même du milieu du luxe, tous les secteurs du luxe avaient énormément évolué, et énormément repensé l'expérience client. Et au Mmh. contraire, le milieu artistique, il s'était beaucoup fermé, donc vous aviez des petits espaces, très blancs, assez froids, un accueil pas toujours chaleureux, une opacité sur les prix, Mmh. enfin un certain nombre de critères qui faisaient qu'assez vite, je me suis rendu compte que ce qui était intéressant, c'était d'essayer de repenser la façon dont on pouvait présenter les œuvres et accompagner les collectionneurs. Et alors comment est-ce que tu as démarré? Comment est-ce que on crée une boîte comme la tienne? Enfin, ça paraît complètement fou quand on y pense. C'est quoi? C'est il faut commencer par trouver des artistes, il faut trouver un lieu, faut Mmh. juste commencer théoriquement business plan et cetera? Non, ouais, donc je savais que je voulais repenser que l'expérience devait être, transformée avec un pilier digital, ça c'était simple, les petites économies et puis on met en place un site et 2 des lieux dans lesquels on se sent bien, on remet l'œuvre à sa place et ce pourquoi pour moi elle est faite, c'est-à-dire, pour soi, pour chez soi et dans un environnement domestique, familier et donc il fallait trouver un lieu, ça oui. Les artistes, j'ai commencé avec les artistes que je collectionnais, que je suivais, que j'aimais. Donc j'avais une première base d'artistes, bienveillantes, qui me faisaient confiance, qui avaient envie d'essayer. Mais c'était pas si simple parce que, c'est un milieu qui est assez fermé et l'artiste, il veut suivre des codes quand même assez Bah oui. classiques. Donc le démarrage pour ça n'était pas si simple. Donc le site, un lieu, les artistes et on essaye et on voit. Et ensuite assez vite, j'ai eu une audience de collectionneurs. Alors il y a eu 2 choses. Finalement des collectionneurs que je connaissais de mon ancien métier évidemment, et donc ça c'était quand même une synergie qui était assez pertinente au démarrage et ensuite pas mal de néophytes parce que j'avais une façon d'approcher, Mmh. ce milieu-là, assez inattendue, qui permettait qui était plus accessible et qui leur donnait envie en fait, qui redonnait envie aux gens. C'était ça mon objectif en fait, c'était de reconnecter le grand public avec, le beau, avec les œuvres, et leur montrer que c'était pas ni un milieu de sachant, ni un milieu, pointu, exigeant, difficile d'accès, à la fois en termes de compréhension du sous-jacent et en termes de prix, voilà, Mmh. donc Oui, bah, je me rappelle d'ailleurs quand j'ai découvert ce que tu faisais. Alors, avant qu'on se rencontre, je t'avais, découvert sur Instagram, donc comme quoi tu vois le digital, quand même ça fonctionne et j'avais été marquée justement, ce que je te disais avant qu'on enregistre, par le fait que tu avais une démarche, qui était très rare effectivement, enfin c'est ce que tu dis, hein, dans le monde de l'art, à savoir tout en restant très exigeante, vouloir être didactique, vouloir, faire comprendre, vouloir, ne pas, imposer, un jugement, en disant: «Ah bah, vous savez pas, du coup, passez votre chemin». Non, non, au contraire, faire découvrir, sans en plus imposer des codes trop compliqués en disant: «Bah, vous avez besoin d'avoir fait normal sup ou je sais pas quoi pour comprendre». Non, en se disant, juste: «Il faut que ça soit beau, que ça te plaise, qu'il y ait une émotion» et cette idée d'émotion, je la trouve très intéressante, dans ce que tu proposes. ouais, enfin, en tout cas, chez nous, c'est au cœur de la réflexion et de l'accompagnement qu'on a envie de proposer et pour rép même en écho à ce que tu viens de dire, moi, j'ai pas de bagage académique, artistique et je pense que ça offre une liberté dans la Mmh. façon d'appréhender le sujet qui est assez géniale. Mes équipes, on est une vingtaine aujourd'hui et mes équipes, n'ont pas toutes non plus ce bagage-là. C'est plutôt une sensibilité humaine, la compréhension évidemment, il faut aimer le sous-jacent, hem, et Et tu penses que ça t'a permis de voir les choses différemment, justement, de pas venir du métier, même si tu avais, hein, cet attrait? non, mais c'est sûr, c'est-à-dire que c'est sûr que si j'avais été en école, d'art ou en histoire de l'art, j'aurais été incapable d'appréhender les choses comme ça. Mmh. C'est plutôt, presque ma filiation et ma proximité au milieu du luxe qui m'a permis d'essayer d'appréhender les choses différemment
Le milieu de l'art, il est extrêmement codifié, assez raide, cadré par des institutions, un langage assez précis à avoir, hem, des codes, à respecter et cetera. Donc voilà, de bousculer tout ça, c'est quasiment impossible si on vient de l'intérieur. Moi, je viens de l'extérieur, presque ces codes, je les connaissais pas. Donc en fait, je pouvais m'en affranchir assez facilement. Alors, je voulais te poser la question justement de l'art. Je pense qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent, évidemment, qui sont aussi intéressées par l'art, mais il y en a d'autres qui, parfois, en ont peur. Mais c'est d'ailleurs au cœur de ta démarche. Et toi, à titre personnel, toi, Amélie, qu'est-ce qui te touche quand j'imagine il y a plein de choses différentes, mais qu'est-ce qui te touche quand tu vois une œuvre qui vraiment, te fait sentir une émotion? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que, l'art, t'apporte, autant qu'il t'apporte aujourd'hui? Moi, effectivement, le sous-jacent qui me touche profondément, c'est les œuvres, l'art en général, quel que soit le médium d'ailleurs. Et ce qui me touche, donc c'est complètement immatériel, c'est très inconscient, hein, donc mais ce qui va me toucher dans une œuvre et quand je regarde un travail, ça va être même de c'est donc évidemment ça me génère une émotion. Je ne vais pas forcément essayer de comprendre d'où vient cette émotion, même si ça peut être intéressant. Mais c'est l'idée même que de toutes les émotions que l'artiste a mis dans la réalisation de ce travail qui va me toucher. Cette espèce Mmh. d'universalité de la beauté qui est Presque une empathie finalement pour ouais, quelque l'artiste? chose d'assez empathique, hem, c'est et d'ailleurs, c'est pour ça que tout au départ, on a un peu évolué aussi, mais l'ADN, la ligne éditoriale, on va dire, de la galerie, c'était l'abstraction. Parce Mmh. que je trouvais ça absolument incroyable qu'un artiste soit capable d'essayer d'exprimer des choses avec des éléments non figuratifs qui sont là, voilà, et d'arriver à trouver son langage, et de créer un travail assez identitaire, de façon totalement libre. Je trouvais que c'était très fort, très puissant. Hem, donc voilà, ce qui c'est l'ensemble des émotions qui est chargé, c'est la charge émotionnelle d'un tableau ou d'une œuvre ou d'une sculpture qui va me porter. Quels ont été les plus grands moments d'émotion artistique que tu as vécus? Ah, alors, je peux répondre assez facilement parce qu'il y a un endroit qui me fait toujours, un effet dingue, c'est l'orangerie, les nymphéas, l'orangerie, tôt le matin. En plus, j'emmène mes enfants, il y a personne, hein, donc seule dans cette salle, c'est mais vraiment assez bouleversant. Mmh. Et pourtant, moi, j'ai pas la larme facile, hein, mais ça me et non, mais j'y pleure pas quand même, mais je suis vraiment profondément émue, je trouve que c'est absolument magnifique. Le côté immersif aussi? Immersif, la peinture, les couleurs, les franchement, c'est sublime cette salle. Et alors aujourd'hui, on est dans ce lieu absolument éblouissant, donc là, rue Séguier à Paris, avec, donc, toutes ces pièces, toutes ces œuvres, comme tu le disais, en plus avec différents médiums parce qu'il y a de la peinture, mais il y a aussi des sculptures, il y a des enfin différents objets, aussi des meubles. Est-ce que tu pourrais essayer de me décrire, au-delà de ce côté non figuratif, comment tu choisis une œuvre? Comment vous intégrez des œuvres ici, dans cette galerie si particulière? Donc effectivement, la galerie, elle est plus proche, de la maison d'un collectionneur que d'une galerie traditionnelle, white cube. Donc c'est-à-dire que c'est un espace presque de vie avec différentes salles. Il y a des salons, une salle de billard, un bureau, une salle à manger et cetera. Et la façon dont on vient agencer l'accrochage et faire l'accrochage, il est assez particulier. En fait, c'est plutôt nos collectionneurs qui créent l'accrochage. Le parcours d'un client, il démarre sur le site. La personne nous indique les œuvres ou les travaux auxquels il est sensible. Et donc, on va faire un accrochage personnalisé en fonction de ça. On sait très bien qu'une personne qui aime le travail de Paula Carmen, il va aussi aimer le travail de Christian Grelier, de Limera, d'Hélène Durdy. Et donc, on va aller plus loin dans l'accrochage et on va lui faire découvrir ses autres travaux. Parce que en fait, c'est ça qui est intéressant. Mmh. Et d'autres médiums, c'est ce que tu disais. Donc, il vient voir de la peinture, mais c'est très intéressant pour lui de voir de la céramique, de voir de la photo, d'essayer d'aller plus loin, en fait. Et donc, l'accrochage et la façon dont on choisit les œuvres, il se fait comme ça, en fonction de ce que nos collectionneurs viennent voir. Et évidemment, après, il y a un travail de scénographie qui est le nôtre. Et je dis parfois que je suis, et c'était le problème des galeries traditionnelles, je suis convaincue que l'œil, c'est un muscle comme une autre muscle du corps, et donc il a besoin de voir beaucoup de choses pour comprendre ce qu'il aime. C'est très Mmh. compliqué dans une petite galerie traditionnelle qui présente un artiste, de vraiment muscler son regard. Alors que l'œil, s'il voit
20, 30, 40 travaux différents, il va commencer à comprendre. C'est ça qui est intéressant parce que c'est compliqué de comprendre ce qu'on aime et l'émotion, de s'écouter, d'essayer de comprendre, ce à quoi on est sensible parce on n'attend pas tous la même chose d'une œuvre d'art. Et donc pour moi, le cheminement, il passe par voir beaucoup de travaux différents et découvrir à la fois des techniques différentes et des artistes différents. Et tu estimes que ton œil a évolué justement? Oui, il évolue. Il évolue typiquement là, mon rapport à la figuration évolue. On travaille maintenant, avec des travaux, des artistes, vraiment figuratifs. Je pense à Jade Mara, une, brésilienne, Juliette Lemontet, également, même dans la photo évidemment. Donc mon rapport à la figuration, je commence à comprendre ce qu'il peut y avoir de enfin ce que voilà, Mmh. la part de mystère, la part d'identité, l'émotion chargée dans un tableau figuratif. 1 chose. 2e chose, aussi mon rapport à certains médiums. J'étais moins sensible à la photo historiquement, alors que voilà, je découvre aussi ça. Donc oui, oui, ma sensibilité évolue, bien sûr. Je me muscle. Je voulais te demander si, alors là, c'est pas jeter un message, mais je pense une fois de plus qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent. Bon, probablement notre conversation, leur passe un peu au-dessus de la tête parce qu'ils se disent: «Bah, finalement, moi, l'art, j'en ai pas besoin dans ma vie, j'ai ma vie quotidienne, tout va bien» et cetera. Est-ce que, sans vouloir être prosélytiste parce que c'est pas le sujet, tu vois? Chacun fait comme il veut, mais est-ce que tu aurais un message à faire passer à des personnes qui ne s'y intéressent pas particulièrement, juste dans la continuité de ta démarche pour leur ouvrir un peu cette perspective, se dire: «Bah, peut-être qu'il y a quelque chose à en tirer pour vous»? C'est pas facile comme question, mais j'imagine que tu es confronté toute la journée avec des personnes qui te découvrent. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire qu'est-ce que ça pourrait leur apporter dans leur vie? Alors, bah, je vais y répondre en trichant un peu. Il y a un très beau petit essai, qui s'appelle «Quand la beauté nous sauve» d'un écrivain qui s'appelle Charles Pépin. Et en fait, il nous dit qu'on a tous besoin de ce qu'il appelle ce petit miracle, qui est cette relation au beau. Hem et donc en fait, ça peut passer par d'autres médiums, hein, on en a discuté, ça peut être de la musique, de la danse et cetera. Mais l'art, est un, des véhicules de ce beau-là. Et c'est en fait, ça nous réconcilie avec nous-mêmes, ça on se sent vivant, on se comprend mieux, ça nous libère. En fait, moi, je suis absolument convaincue, que c'est, une des briques pour se sentir mieux, je suis convaincue. Mmh. Il y a d'autres, canaux évidemment, mais c'est vraiment un des canals avec une Mmh. certitude absolue, je peux le dire, c'est l'art. Et on a beaucoup de néophytes qui viennent nous voir et moi j'adore les accompagner. C'est d'ailleurs une des joies qu'on a. On accompagne à la fois le néophyte et le collectionneur à l'œil très aiguisé, et qui vient découvrir des nouveaux travaux chez nous. Et le néophyte, en fait, c'est vraiment absolument génial. Pourquoi? Parce que on se rend compte, nous, dans la façon d'accompagner nos collectionneurs, on a envie de construire des relations quand même de long terme. Et donc, on se rend compte que ça devient addictif. Et on se rend compte que le muscle prend, on se rend compte de la sensibilité qui se développe. Donc, c'est vraiment, en fait, on le voit sur le terrain à quel point ça devient quelque chose de nécessaire Mmh. quand on met un pied dedans. Je comprends. Pour revenir au parcours entrepreneurial, je voulais, te poser une question qui est peut-être pas facile aussi, mais tu as un peu répondu en substance. Le fait d'avoir ouvert, ce lieu, qui est donc quand même malgré tout une galerie, même si elle est différente, hem, est quelque chose d'assez dingue parce qu'elle a émergé, même s'il y a encore beaucoup de choses à se faire, je suis sûre, et que tu es certainement pas encore satisfaite de tout, mais elle a émergé quand même assez rapidement et on en parle, elle intrigue, elle interpelle. Or, comme, bah, tu le sais bien, des galeries d'art, il y en a énormément, qui sont là parfois depuis très longtemps, qui sont souvent en difficulté. C'est pas un métier qui est facile aujourd'hui. Alors oui, il y a des galeristes qui fonctionnent très bien, mais il y a aussi une multitude de galeristes, franchement, qui sont en difficulté. Qu'est-ce qui fait que, vous avez réussi à émerger? Qu'est-ce qui fait que vous avez réussi autant à vous différencier? J'imagine qu'il y a pas une recette, mais je serais curieuse de comprendre, tu vois, si tu pouvais donner un conseil aux entrepreneurs qui se lancent aussi de manière plus globale. Quels seraient, finalement les invariants communs qui ont fait que, bah, vous avez réussi à émerger, vous avez réussi autant à vous différencier? Quelles ont été les méthodes, si tu veux, que tu as appliquées? Ouais. Alors la 1 chose qui a fait nous connaître quand même, c'est que comme on était différents, on nous a remarqués et donc on a Mmh. parlé de nous. Donc c'est toute la partie presse, communication et cetera. Donc c'est sûr que d'avoir un business model un peu disruptif,
vous fait un peu sortir, de la masse. Donc première brique quand même, avoir un modèle différent. 2e brique, donc c'est aussi, grandir sainement. C'est sainement d'un point de vue économique, hein. Donc moi je faisais de la banque d'affaires et je ne conçois pas une société, et je respecte tout à fait ce modèle-là, mais je ne conçois pas une société, qui perd beaucoup d'argent. Donc j'ai toujours aussi grandi de façon assez progressive, sainement, sans en faire trop. Donc oui, aujourd'hui on a un beau développement, mais on n'est pas non plus, immense et on a Mmh. encore beaucoup de choses à faire. Donc on a grandi quand même progressivement. Donc on a voilà, aller à son rythme. On a eu longtemps aussi le mythe de la start-up qu'il a des millions et des millions et qui va à toute allure et en fait qui fait banqueroute 5 ans après. Bon, voilà, c'est en tout cas pas ma conception non plus de la société. Mmh. Et ensuite, troisième brique qui revient quand même, qui rejoint la première, qui consiste à être un peu innovante en fait, c'est de toujours avoir des projets en cours, c'est de pas se laisser Mmh. porter par quelque chose, mais essayer de continuer à trouver des nouvelles idées, des nouveaux projets. Et donc nous on a développé ensuite une autre société qui s'appelle Studio Miracolo, dédiée à la sérigraphie, à l'édition d'art. On a développé aussi quelque chose qui s'appelle Ambroise, maison de collectionneurs, qui sont des lieux comme la galerie, mais où on invite nos collectionneurs à passer un week-end, une semaine ou plus, etc. Donc voilà, l'idée c'est de continuer à avoir, de rebondir et de continuer à développer ces projets dans la même direction évidemment que la stratégie initiale. Et alors, question d'entrepreneur, est-ce que tu as peur parfois de «te perdre» entre guillemets avec trop de projets? Je te dis ça parce que comme tu sais, j'ai un podcast et 2 boîtes. Donc Tout à je vois fait, très bien tout à fait. et à la fois je trouve ça formidable et je me dis: «Mais j'ai trop envie d'aller découvrir Ambroise». Enfin, tout ce que tu dis m'excite diablement, mais en même temps, je vois bien avec, ma propre expérience à quel point il est difficile d'avoir tous ces projets en même temps. C'est un très bon point et je pense que c'est un de mes gros défauts. Mais bon, Voilà, j'adore explorer des nouveaux projets et j'ai de la chance que mon mari quand même est assez présent dans le développement stratégique, parce que parfois on manque de recul, hein, le nez ouais, dans le guidon. Et c'est lui qui me canalise un peu, non mais qui me rappelle c'est bien. qu'effectivement, Toujours avoir un mari canalisateur. non mais en tout cas quelqu'un dans son environnement Ouais, qui a un petit rappel à l'ordre. Non, non, mais c'est vrai, j'adore développer, ouais. et voilà, une fois que quelque chose est mis en place, c'est bon pour moi Ouais. et voilà, alors qu'il faut effectivement plus l'asseoir, plus continuer à la faire, grandir et maturer. Donc c'est un vrai point et en même temps, je suis quand même assez convaincue qu'on tire toujours quelque chose de positif d'un projet. Enfin nous, c'est très vertueux. Je ne vais pas, ouvrir Ambroise va pas devenir le vaisseau amiral, non. C'est vraiment un autre bras de la société, mais voilà, ça sera jamais le corps. Mais Heu, aujourd'hui, on est d'accord qu'Ambroise, c'est comme, finalement, de presque du métier de l'hôtellerie, quoi? Tout à fait, c'est Ouais. quasiment du métier de Donc on est quasiment. quand même en train de faire un gros switch. Oui, mais nos galeries sont comme des maisons Oui, oui. Non, mais il y a un lien, c'est et évident. nous, on a 2 briques. Une brique dédiée aux collectionneurs particuliers et une brique professionnelle B2B. On va s'occuper de la curation, on travaille beaucoup pour Dior, on travaille beaucoup, pour des cabinets d'avocats, le siège de cabinet d'avocats, l'hôtellerie et cetera et donc on peut faire aussi une présentation absolument globale dans ces maisons Mmh. Ambroise. C'est quand D'accord. même des galeries, c'est comme des galeries, Oui, sur mesure, un quoi. peu satellites. Ouais. Je comprends, je comprends. Alors malgré tout, tu je pense, ne t'ennuies pas avec le concept d'Amélie Maison d'Art parce que si je me trompe pas, tu as aussi décidé de développer l'international finalement assez rapidement en plus, puisque vous avez déjà une boutique donc si je me trompe pas à New York, On a une galerie à New York, à qui a ouvert Versailles, récemment, hein, il y a 2 mois. c'est ça? Et vous êtes pas à Londres aussi? Non, on n'est pas à Londres. Pas On a eu un encore. moment on a eu Il y a eu un un ouais, pop-up ou ouais, quelque tout à chose, fait, c'est on a eu ça? un Donc pop-up. j'avais vu l'info passer. Là aussi, alors développement international pour y être confronté, puisque nous on est en train d'ouvrir au Japon et ça se passe très bien, je dois dire, mais c'est quand même un univers parallèle. Qu'est-ce qui fait qu'un jour tu te dis: «Bon, j'ai mes plusieurs business en même temps, ça tourne bien, mais allez, on y va, on se lance aux US»? C'est la demande. On avait déjà pas mal de collectionneurs américains, ça devait représenter quasiment 20 de notre chiffre d'affaires, avec très peu de clients d'ailleurs et donc avec un très grand enthousiasme des Américains quand ils venaient à Paris et donc et puis c'est un marché, le premier marché mondial Mmh. aujourd'hui, ça capte, 50 du marché mondial et 90 sont concentrés à New York. Pour nous, ça avait quand même du sens. Après, il fallait trouver
un lieu adapté, pouvoir, faire ce qu'on voulait, arriver à retranscrire cette expérience-là, là-bas. Mais, elle est l'ouverture à New York était assez logique. Mmh. Et tu vois des différences culturelles, même si tu avais des clients américains comme tu le dis, hein, mais le fait d'être sur place, à quel point est-ce que c'est différent de ton expérience quand tu as ouvert, ici à Paris? Oui, alors moi, j'ai une équipe là-bas, hein, donc je suis pas au quotidien, mais quand même, on commence à bien sentir, à la fois les différences de sensibilité artistique, l'attrait pour certains artistes plus que d'autres ou certains médiums et cetera et ensuite des différences culturelles plutôt plus profondes de la relation, Mmh. à l'art. L'américain, en fait, est, très enthousiaste, il n'hésite pas, alors après c'est, lié, je pense à une consommation en général, de sa part. Donc il est, il dépense quasiment tout ce qu'il gagne, je pense, donc il est, voilà, même assez généreux, avec lui-même. Il sait se faire plaisir, il Mmh. s'écoute, très impulsif et spontané, très enthousiaste. Même, c'est un très bon ambassadeur, c'est-à-dire qu'il va, revenir ça en bouche à oreille, c'est très efficace Mmh. aussi, l'américain, il va vouloir faire découvrir, à ses amis, le lieu et cetera. Donc, c'est un marché qui est assez vertueux, en fait et en fait, je me sens assez américaine dans la façon de collectionner moi. Voilà, j'ai une relation à une œuvre, moi j'aime quelque chose, j'en ai besoin quoi, hein, et donc je vais me l'offrir. L'américain est comme ça. OK, hyper intéressant. Je voulais te poser une question aussi, c'est est-ce qu'il y a eu des choses dans le parcours, d'Amis Maison d'Art qui ont été plus faciles que prévu? Je trouve ça toujours intéressant comme question, je la pose pas souvent, mais on sait que l'entrepreneuriat, c'est pas facile, mais de temps en temps, il y a des coups de bol, il y a des vagues qu'on arrive à surfer. Est-ce que toi, tu as eu ces moments-là? Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent à l'esprit comme étant finalement assez faciles? Il y a eu des choses faciles? Non mais moi globalement, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance. Enfin, je trouve que tout s'est enchaîné relativement facilement et je pense que la difficulté vient de quand on a besoin d'argent, Mmh. en général et donc enfin, que quand un entrepreneur est stretch, financièrement et Tu veux donc dire au niveau du chiffre d'affaires ou au niveau du la financement? rentabi du financement, de sa rentabilité, Mmh. quand chaque jour est un souci en Ah se disant bah, c'est voilà, terrible. Mmh. voilà, je pense que c'est un vrai frein même dans donc dans les projets, ce qu'on a parlé, dans le développement et les projets nouveaux, et dans la tranquillité en fait, dans la sérénité. Et donc j'ai un sentiment plutôt de facilité globale, parce que j'ai toujours grandi assez doucement, et à mon rythme et donc sans ce stress-là. Après, il y a des briques que j'ai trouvées plus compliquées, le management, je trouve que c'est plus compliqué, mais parce que moi j'avais pas été formée à ça du tout et encore moins en banque d'affaires, donc ça j'ai trouvé que c'était compliqué. En tout cas, pas avec les mêmes types de profils en plus, je peux imaginer. Non, exactement, et mais puis la banque d'affaires, c'est finalement assez solitaire dans le Mmh. donc bon, heu, ah, globalement, le la partie opérationnelle, je l'ai trouvée assez simple, et le déroulement s'est fait, assez sainement et c'est presque plutôt tous les coulisses que tu connais aussi, que je trouve, voilà, plus pénibles, toute la partie administrative, Mmh. les petites tâches du quotidien qui sont faites de mille et qui sont chronophages et pas intéressantes. Mais sinon l'opérationnel, j'ai trouvé que ça s'est fait assez sainement et je pense que quand une activité, un business est développé, avec sincérité et sainement, je dis mais ça ne veut pas dire que de perdre de l'argent, c'est pas ça, hein, mais je pense que c'est relativement simple la Vous façon. avez toujours été rentable avec, enfin dès le début, vous avez tu Mmh. fait ce choix de vouloir, générer en fait, du profit quoi? Enfin en tout cas, Oui, en tout cas ne pas en perdre. ouais. Parce que j'ai toujours réinvesti l'intégralité Oui, de oui c'est comme ça qu'on peut ouvrir de nouveaux espaces et cetera. Mais oui, et pas de financement extérieur. pas de financement extérieur à part un banquier franchement, très efficace. Bravo. Voilà. Comme quoi les banquiers de temps en temps, Voilà. ils ont mauvaise C'est pour presse, ça que mais je lui bon. fais une petite révérence là. Je voulais te parler aussi de ta répartition de ton temps parce que donc je peux imaginer que tu as à la fois le côté développeuse, entrepreneur, démarche artistique quand même et puis ensuite la partie, back office, c'est-à-dire, gestion opérationnelle du quotidien, les factures, même la partie commerciale, enfin tous les à côté mais qui sont extrêmement chronophages et je voulais te demander au-delà de, tu vois, basiquement la répartition de ton temps, comprendre est-ce que tu as trouvé un équilibre entre ces différentes casquettes? Et si oui, bah, c'est quoi cet équilibre et comment l'as-tu trouvé? Alors, je l'ai trouvé mais c'est pas le bon. Mais, hem,
parce que je suis aujourd'hui très terrain et parce que c'est ce que j'aime en fait, hein. Donc très terrain côté artiste, donc je passe mon temps dans les ateliers d'artistes et très terrain, côté collectionneur aussi et du coup le reste en pâtit un peu. Mmh. J'essaye maintenant, un peu d'être épaulée, pour soulager cette partie-là, même si c'est important que évidemment je reste un peu aux commandes. Mais, voilà, je c'est en fait, comme ça m'intéresse pas beaucoup, je le fais pas très bien. Donc aujourd'hui, l'équilibre, il est plutôt, je suis plutôt tournée vers la partie commerciale et artiste que, la Que sur partie la partie gestion. bien sûr et tu arrives, tu as réussi tu parlais du management, tout à l'heure, mais du coup, tu es obligé, j'imagine, de t'entourer pour cette partie-là? Parce qu'en fait, malheureusement, cette partie-là, elle dès que tu fais du chiffre d'affaires, elle existe Tout à fait. et donc et plus tu en fais, plus elle existe même Mmh. et donc comment est-ce que tu as fait pour, t'entourer sur ces sujets-là, avec, des personnes, avec lesquelles tu arrives à bien collaborer? Non, mais voilà, progressivement, j'ai dit qu'au départ, c'était difficile parce que j'étais pas bien outillée et donc progressivement, j'ai commencé quand même à comprendre, avec qui j'ai envie de travailler, avec qui ça fonctionnait et donc aujourd'hui, j'ai une équipe qui est super, et hyper autonome, hyper efficace, hyper engagée, enfin vraiment, j'ai beaucoup de chance et donc une bonne experte comptable, hein. Et quelques personnes clés. Et quelques personnes clés, un bon bras droit, un bon bras gauche et tout va mieux, ouais. Et quels ont été, les grands enseignements que tu peux nous tirer de ce que voilà, de cette focalisation finalement de ton temps sur là où tu es doué et ce que tu apprécies, c'est-à-dire plus la démarche artistique en réalité. Mmh. Donc ça déjà c'est un bon enseignement je pense, mais j'imagine que pour y arriver, le cheminement a pas été une évidence et donc je serais curieuse de savoir pour les personnes qui nous écoutent, parce qu'il y a plein de personnes et moi y compris, où tu es toujours un peu tiraillé, tu vois? Entre, ben, il Mmh. faut faire tourner la boîte, en même temps c'est un peu ton bébé ou quelque chose d'important pour toi, donc tu as pas envie de lâcher la partie gestion totalement pour, Mmh. comme tu le dis, être encore un peu en commande et puis en même temps, c'est pas forcément le truc qui te fait te lever le matin. Tout à fait. Alors je pense en fait qu'il y a 2 choses. La première, c'est ce que tu disais, se concentrer sur là où on est fort, parce qu'en fait, c'est là où on est efficace donc c'est et 2e chose, être accompagné. En fait, moi j'avais un petit biais avant qui était le recrutement uniquement de jeunes collaborateurs, Mmh. et en fait, parfois, il faut se dire: «En fait, je vais investir un peu plus, Mmh. mais prendre quelqu'un d'un peu plus mature, qui a les épaules, dont c'est la spécialité et qui est déjà, spécialisé sur ce segment» et quand même, c'est en fait, un game changer, hein. Oui, tu vois la différence. Voilà. Non, mais c'est génial aussi, j'ai une équipe, moins jeune, hein, donc c'est aussi génial. Mais typiquement, sur la partie comptable, j'ai, vraiment une senior et c'est vraiment un une très, très bon soutien. Mmh. Tu as déjà eu des syndromes de l'imposteur? Je pense notamment sur la partie artistique, parce que comme tu n'as pas fait les études, et que tu venais pas de ce milieu, je peux imaginer que c'était pas facile, mais c'est un truc que tu as vécu ou pas du tout? Pas tellement. Non, mais oui, je le vois très bien. Mais tu as le Si droit par exemple le droit au contraire, hein, oui, tant oui. mieux. Non, mais en fait, je l'ai jamais senti, moi, en train de chez moi, parce que je fais les choses, vraiment, sincèrement, quoi. En revanche, dans un dîner avec, que des personnes du secteur, Oui. là, ça va être plus compliqué. C'est plutôt le regard des autres, en fait, hein. Mmh. Mais c'était un regard que j'ai eu aussi, c'est une sensation qui était assez proche de quand j'ai quitté la banque d'affaires. Parce que c'est un peu le cliché de l'ancienne banquière d'affaires qui va ouvrir sa petite galerie. Donc le côté un peu statutaire était pas facile au démarrage. Et puis après, ça s'est bien développé. C'est pas une petite galerie, c'est une société, c'est des projets, Ouais, et ouais, cetera. Mais le démarrage, il n'était pas si simple. d'accord et tu as souffert de ce regard? Enfin, c'est un truc sur lequel c'est un sujet pour toi ou tu es plutôt en mode je trace ma route et puis, j'y pense pas trop? Non, je trace ma route, mais je peux pas dire que c'était totalement neutre, sur moi. C'était quand même assez désagréable et surtout moi j'étais plutôt carriériste, c'était plutôt bien la banque d'affaires pour, d'un point de vue Mmh. de ce point de vue-là. Donc le changement, le démarrage, il y a eu un petit passage de 6 8 mois, Un petit peu plus un dur. peu difficile, ouais. Et alors comment est-ce que tu as fait? Je te pose la question parce que bon, je l'ai vécu aussi, hein, quand, j'ai arrêté mes études, où j'avais fait des études, soi-disant très prestigieuses et tout pour devenir, comme on dit certains de mes proches, petits commerçants. Tu vois? Ce qui est pas hyper sympa dans la manière de le dire. Je c'est pas facile en fait quand tu as des personnes qui te respectent enfin que tu respectes, que tu admires parfois qui te disent ce genre de choses parce que tu sens, la déception, le jugement et tout. Il y a la stratégie de l'évitement.
Il y a la Ouais. stratégie L'autruche? ouais, tu vois, genre je ne les vois plus. Il y a D'accord. la stratégie de réussir à en avoir rien à faire globalement et continuer. Enfin, toi, quelle a été la tienne? Mais moi, ça m'a presque je pense que ça m'a presque servi. C'est vrai? Parce que j'ai plutôt eu envie de leur prouver: «Vous allez Mmh. voir ce que vous allez voir». Donc je pense que finalement, ça a été plutôt un moteur. Je fonctionne un peu comme ça, dans la enfin donc ça m'a plutôt servi et j'en ai plutôt, enfin j'ai plutôt fait l'évitement aussi, au départ, je me suis un peu mis des œillères et je me suis dit: «Vous allez voir, ouais». Et d'un point de vue, plus familial et personnel, donc si tu fais, rupture conventionnelle ou démission, bon, globalement, tu sais que tu vas pouvoir retrouver un métier après, mais c'est quand même un grand changement. Ça a été une conversation difficile, avec notamment ton mari? Ah non, mon mari, il a toujours été un moteur. Donc pas du tout, il a toujours eu complètement confiance, très étonnant d'ailleurs. Il est fou. Peut-être pour ça que vous entendez bien? Ouais, non, mais pour le coup, c'est et je pense que c'est aussi ça qui m'a beaucoup aidée. Quand on parlait du Ouais, regard des autres, je sais pas, j'avais des proches qui étaient inquiets, mais même plutôt pour la partie insécurité. bien sûr. Mais lui n'a jamais douté quasiment, donc ça m'a beaucoup aidée aussi. Alors maintenant, on va faire un switch total, si ça te dérange pas. Il nous reste un petit peu de temps et je voulais, remonter, un petit peu plus loin, revenir au début. Tu m'as parlé à plusieurs reprises de ta maman notamment qui était, artiste, si je me trompe pas, Sculpteur, oui. sculpteur et je voulais te poser une question. Quelles sont les valeurs les plus importantes que tes parents t'ont transmises? J'adore cette question parce que je trouve qu'elle en dit beaucoup sur, soi, derrière. Donc les valeurs qui étaient importantes pour toi, que tu as choisies comme étant des valeurs que tu avais envie de t'approprier. Je pense que j'en ai une plutôt paternelle et une plutôt maternelle. Mon père, c'est sûr que c'est la valeur travail. COVOP, quand on veut, on peut. C'est-à-dire qu'en travaillant, donc j'avais ce petit acronyme accroché dans ma chambre. COVOP, ça veut dire quoi? Quand on veut, on peut. Ah oui, d'accord. On travaille, on y arrive. D'accord, donc le travail, c'est, forcément il y a une corrélation directe entre le travail et la réussite. Enfin, moi, d'ailleurs, j'en suis convaincue, hein. Hem, Avec plein d'autres ingrédients, mais il faut le travail. Et ma maman, c'est plutôt la liberté et donc justement, l'affranchissement du regard de l'autre. Et ça, elle nous a mis plutôt, elle nous a parce qu'on est 4, j'ai 4 frères et sœurs. Heu, on était assez bien dans nos baskets parce qu'en fait, c'était pas très important ce que l'autre pensait de nous, pas tant que ça. Et du coup, on grandit de façon assez, assez saine, assez soclée, assez posée. Et je pense que ça m'a pas mal aidée, c'est cette, ambivalence-là qui m'a bien fait grandir. Tu avais un rêve quand tu étais enfant de ce que tu ferais plus tard? Tu t'en rappelles? Ouais, ça avait rien à voir, je pense, avec le Alors secteur vas-y, artistique. c'est drôle. Non, non, mais je voulais non, mais je pense que mon rêve, c'était d'être banquière d'affaires, Ah oui, mais c'était un donc tu as truc. commencé par ton rêve au final? Ouais, ouais, j'ai commencé par mon rêve et j'aime bien le deuxième rêve là que je vis là. Non, mais c'est vrai, mais rien n'est très prémédité, dans la construction, de tout, mais je suis assez heureuse de Et la alors, est-ce que tournure. tu penses que la carrière de banquière d'affaires t'a apporté des choses au-delà du réseau, et cetera, mais plus au niveau, tu vois, des compétences, au niveau de l'état d'esprit, enfin, toutes ces choses un peu intangibles, les fameux soft skills. Est-ce que ça t'a apporté des choses qui, ont été aussi des facteurs différenciants pour toi, tu vois, dans le travail? Parce que moi, je suis toujours assez convaincue que donc la différenciation est souvent l'un des facteurs clés de succès et toi, tu en es une très belle preuve, mais aussi parce que tu venais pas du secteur et que Tout à fait. probablement ce côté banque d'affaires, je sais pas ce qui t'a apporté, c'est un peu ma question d'ailleurs, mais il t'a probablement apporté un angle assez différent. C'est sûr que ça m'a apporté énormément de choses et que je ne la société ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans ça. La première chose, c'est la partie gestion. En fait, les petites galeries, elles sont en souffrance parce qu'elles sont gérées de façon assez artisanale par des gens passionnés, mais qui n'ont aucun bagage de gestion et Mmh. business. Donc, de comprendre, parfaitement les mécanismes de comptabilité, de valorisation, de business plan, de quand même toutes heu, ces outils-là qui sont financiers, qui sont pas comme ça passionnants, en réalité, sont Mmh. fondamentaux, pardon. Donc, cette partie gestion financière, c'est sûr. Et la deuxième, c'est le la vraie vie d'un entrepreneur. Parce que du coup, je comprenais bien, en étant en contact, permanent, avec, ces hommes et ces femmes, je comprenais bien que c'était pas juste, avoir une idée et c'était si voilà, je voyais bien la On vie aimerait bien. comptable, sociale, management. Ouais, on adorait. Mais donc, cette partie, très complexe, qui compose le métier d'entrepreneur, j'en avais quand même aussi une bonne vision. Mmh. Donc
voilà, j'attendais au tournant. Écoute, on arrive, à la dernière partie de la conversation, si tu l'acceptes. J'appelle ça mon crible. Alors, c'est des questions que je pose à chaque fois, qui sont toujours les mêmes, mais je les trouve assez intéressantes. Tu verras, c'est un peu, philosophico-personnel. Alors, c'est peut-être un peu prétentieux de dire philosophico, mais je vais te les poser quand même. La première, c'est: est-ce que tu as vécu dans ta vie, Amélie, un grand échec ou un grand moment de doute, que tu accepterais de nous partager? Déjà parce que je trouve que c'est assez rafraîchissant rafraîchissant de voir des personnes, qui réussissent, mais sur un chemin, pas si linéaire, et puis aussi, sur tous les enseignements que tu as pu en tirer. Alors, l'échec vécu comme un échec, c'est que j'ai pas eu l'école de commerce que j'aurais voulu avoir. Bon, mais ça compte. Voilà, mais il y avait quand même un Tu l'as vécu contexte. vraiment, mal? Ouais, je l'ai pas très bien vécu parce que, on était un groupe d'amis et que voilà, 90 des gens, Ouais. avaient cette école, donc je l'ai vécu, j'étais déçue, c'est sûr, déçue de un peu de moi et je comprenais pas et cetera, au démarrage et voilà et je suis toujours avec cette bande de copines et donc j'ai aucun problème même avec ça, mais franchement, c'était quelque chose que j'ai vécu comme un petit échec. Et tu en as tiré un enseignement? Qu'en fait, c'est pas que c'est un titre en fait, hein, que c'est pas fondamental. Ça, Ouais. c'est sûr que c'est pas fondamental et que c'est pas ce qui fait la force intrinsèque de chacun de nous. Donc, S'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment? très différemment le démarrage un peu marketing d'Amélie Maison d'Art. Ah, comment ça? Parce que, j'ai démarré avec un autre nom, ça s'appelait Zeuxis, c'était Oui. compliqué, j'ai perdu un peu de temps là-dessus, je ferais différemment le démarrage, Et de d'ailleurs, façon plus structurée. Parce qu'en fait, c'est ce que j'ai dit au démarrage, j'étais assez, je me posais assez peu de questions et donc j'étais assez fonceuse et sans doute que je suis allée un peu vite sur certaines choses, sans bien me poser, voilà. J'ai jamais considéré au départ le marketing comme étant un truc essentiel. En fait, je vois bien à quel point c'est fondamental et du coup, toute cette partie-là, je l'ai un peu bâclée au démarrage. négligé. Et Voilà. qu'est-ce qui a fait que tu as changé de nom? Ah, c'était que parce que c'était pas un bon choix stratégique, donc ça s'appelait Zeuxis, c'était imprononçable, difficile à écrire, difficile à retenir, pour les étrangers complexe, pas très personnel, enfin bon, Mmh. c'était cata en fait. Oui, et tu l'avais choisi juste parce que, il fallait trouver un nom, quoi? Non, il y a quand même une histoire. C'est le premier peintre de l'humanité, Mmh. Zeuxis. Il a plein d'histoires assez drôles à son sujet, hein. C'est un peintre qui peignait si bien les raisins sur ses tableaux que les oiseaux venaient picorer Ouais. l'étoile. Donc il y a énormément d'histoires qui sont sympathiques. Et puis c'était quand vous vendez une société en banque d'affaires, vous donnez un nom de code pour que ça Ouais, soit bah, oui. anonyme, pour l'anonymat. Et le dernier dossier que j'ai fait à la banque, le nom de code était Zeuxis parce que Mmh. on a vendu un très beau groupe qui s'appelle Atelier de France qui regroupe des métiers d'art magnifiques. Voilà, et le nom de code était Zeuxis. D'accord. Oui, donc il y avait une histoire, Voilà, une histoire, mais c'est pas ça mais qui. pas un bon concept marketing. Non, voilà, exactement. Donc là, je pense que voilà, j'ai un peu patiné. Mmh. Alors celle-là, elle va te plaire, je pense. Qu'est-ce que tu trouves beau? Mais ça peut être au sens, littéral, si tu veux, et esthétique, comme ça peut être au Mmh. sens métaphorique d'un Bien comportement, sûr, enfin. bien sûr. Oh, je trouve ça beau, un fou rire, un sourire, un fou rire. J'adore quand je vois mes enfants se marrer, heureux, gais. En fait, c'est communicatif, donc ça transcende un peu tout, ouais. Et alors à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses qui t'irritent, que tu n'aimes pas voir, que tu n'aimes pas observer, que tu trouves laid? Quelque chose de statique, ouais. J'allais Quelque dire la chose de lenteur, mais statique? parfois c'est bien la lenteur, donc c'est pas bon, mais ouais, le enfin, le de statique et d'isolé, quoi. Tu veux dire, quelque chose qui est, sclérosé même? Ouais, ça me met mal à l'aise même. Alors je Que c'est ce peut-être soit chez un individu, il y a des personnalités un peu comme ça, des gens assez fermés, heu, pas du tout empathiques, pas du tout dans le partage en fait, et cetera. Ou une situation. Il y a des situations un peu comme mmh, ça, voilà. En fait, en général, j'aime pas du tout le conflit, le problème, et cetera. Donc, je vais pas essayer d'aller la nettoyer forcément cette situation, mais je vois bien que ça me perque. est-ce qu'il y a une maxime, des citations, enfin une citation, une maxime qui te tient particulièrement à cœur, qui est une maxime, tu vois, qui t'a peut-être aidé à des moments aussi dans ta vie, je sais pas, qui revient régulièrement? Alors moi, j'aime bien une phrase de Matisse qui me booste quand il faut et qui dit: «Il y a des fleurs partout à qui veut bien les voir». Donc ça, j'aime bien parce que même dans c'est même de façon plus abstraite, dans une situation où vraiment c'est le chaos,
en fait, il y a un truc positif à tirer déjà et puis il y a une issue, quoi, hein. Donc ça m'aide pas mal. Hem, enfin ça m'aide pas mal. Je veux dire, ça c'est une phrase qui me plaît bien. Je dirais celle-ci. Je te remercie. Encore quelques petites questions, celle-ci aussi je l'aime bien. Est-ce que tu as une croyance ou une opinion qui n'est pas communément répandue, voire même qui est controversée? Tu constates que le monde autour de toi, la presse, les médias, tes amis, les gens, globalement ne sont pas d'accord, ou en tout cas pas du tout alignés avec, l'une de tes opinions. Non, alors, c'est un peu diffé ma réponse va être un peu, à l'écart, mais dans le milieu de l'art, c'est pas bien quand c'est beau. Dans le milieu un C'est peu vrai. pointu, c'est presque un gros mot, hein, c'est beau. Mmh. Parce que c'est pas assez, compliqué, c'est pas assez élitiste, c'est pas assez voilà. Donc moi, je pense que c'est vraiment un gros mot quand, moi je promeux le beau et Mmh. je trouve qu'une œuvre, elle doit être inspirante, elle doit générer des émotions, je pense que c'est pas du tout admis, dans ce milieu-là et que si je caricature un peu, une œuvre, c'est une technique, une démarche artistique et une esthétique. Et moi, j'ai l'impression ces 3 piliers doivent être un tiers à terre, ça doit être équilibré. Une œuvre, c'est ces 3 briques équilibrées. Et qu'aujourd'hui, dans le milieu de l'art, c'est plutôt la démarche ça va être 80%. Et après, voilà, il reste plus grand-chose pour ni la technique, ni l'esthétisme. Non, mais voilà, je pense que là-dessus aussi, j'ai un peu bousculé, Mmh. un peu bousculé les choses du secteur. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as déjà changé d'avis? Ça peut être récemment ou il y a des années? Ben, toujours sur mon segment, hein, il y a des années, je trouvais la figuration assez ennuyeuse. Parce que je voyais pas très bien comment l'artiste, en reproduisant la réalité, avait vraiment mis sa patte, quoi, hein. Et donc j'avais du mal à comprendre même l'intérêt d'une figurative. Ça va être une aberration ce que je veux dire, mais j'allais au Louvre avec un peu j'étais un peu ennuyée avec moi, j'avais du Mmh. mal à comprendre. Et là, je découvre la richesse de ça, donc c'est bien, je Et qu'est-ce progresse qui un t'a peu. fait changer d'avis? Qu'est-ce qui tu eu un déclic? Il y a une œuvre particulièrement qui t'a touchée? Sachant que je mets dans la figuration, par exemple, une nymphéa pour moi, c'est pas vraiment de la figuration, on est entre Oui, 2 on mondes, bon hein. d'ailleurs on a limite, oui. Ouais, on est entre 2 mondes, donc ça j'adhérais déjà complètement. Eh bien, en fait, en allant dans les ateliers des artistes, tous ont souvent un bagage académique assez costaud, ont démarré par des travaux figuration, même du modèle, de la reproduction, et cetera, et tous ont fini par s'en affranchir et atterrir vers des travaux abstraits. Et je comprends qu'une œuvre abstraite, c'est un petit zoom d'une œuvre, Mmh. du Caravage ou voilà, donc c'était ça que je trouvais que c'était intéressant le rapport, technique aux œuvres figuratives. Et donc effectivement maintenant, je vais voir un Caravage ou un Rembrandt et je commence à comprendre, regarder les matières, tu regardes juste 4 centimètres et en fait c'est magique ce qui s'y passe, c'est une œuvre abstraite. Mmh. Eh ben, écoute, j'ai bien fait de te poser cette question. Et dernière question pour toi, est-ce qu'il y a un livre ou un objet culturel, on va dire, alors ça va être une œuvre, hein, justement, mais qui t'a profondément marqué, peut-être même transformé ou changé? Enfin, un objet, tu vois, que je te dis livre, film, musique, sculpture, peinture, photo, peu importe, mais qui t'a, remué, fait réfléchir et que tu gardes un peu en toi comme, ça peut être une ou 2, mais une œuvre, ton œuvre? Alors je pense qu'il y a une œuvre, c'est une œuvre que j'ai eue à mes 18 ans, souvent on avait des cadeaux qui étaient liés à l'art chez moi. Et donc c'est une œuvre d'un artiste qui s'appelle Tanguy Toulila, qui travaille à partir de couvertures de livres anciennes. Et donc c'est une espèce de collage avec cette couverture de livres anciennes le titre est visible. Ça s'appelle La vie, et avec cette espèce, et ensuite il vient dessiner sur cette couverture de livre, espèce de ligne de vie qui avance, qui contourne, qui a des difficultés, qui reprend. C'est assez abstrait, mais c'est très beau. Et c'est marrant parce que souvent je la regarde chez moi et je me dis bah, je suis à peu près là. Donc je pense que c'est quand même un élément qui m'accompagne aujourd'hui, une œuvre un peu socle. Et en littérature, justement, alors là, tu me fais quand même, une transition parce que donc c'est une œuvre avec une couverture de livre, je sais pas quel livre il s'agit, Ouais, ouais. mais est-ce qu'il y a un livre, ça peut être de la littérature d'ailleurs, de la BD, enfin ce que tu veux, mais est-ce qu'il y a un ou des livres, voilà, qui t'ont particulièrement porté? Mm. Bah, j'ai évoqué tout à l'heure ce livre de Pépin qui s'appelle Quand la beauté Mmh. nous sauve. Vraiment, j'invite, c'est très accessible, c'est pas du tout. Oui, il est en général très facile à lire, hein. Oui. Mmh. Et je trouve que
en fait, il met des mots très simples sur des choses qu'on ressent tous. Et donc, c'est vraiment intéressant de se plonger dedans. Il est génial, Charles Pépin. Mm. Bravo, Charles. Amélie, je te remercie 1000 fois. Pour les personnes qui ne te suivent pas encore, hein, qui ne connaissent pas encore tout ton travail et tous tes travaux, puisque maintenant j'apprends qu'il y en a dans tous les sens et qu'il y a divers projets et que ça va continuer, où est-ce qu'on peut te retrouver? J'imagine sur Instagram. Donc Amélie Maison d'Art, c'est le compte Instagram, c'est ça? Exactement. Sur notre site internet, Ouais. Amélie Maison d'Art aussi. Sur YouTube aussi, Amélie Maison d'Art. Et surtout, vous êtes tous les bienvenus. Je pense que c'est intéressant de comprendre qui on est et comment on le fait en venant donc au rue Séguier ou à New York nous voir. Et donc la boutique est ouverte au public. On peut rentrer. Il faut prendre Vous rendez-vous. pouvez- Bon, c'est mieux de prendre rendez-vous si vous souhaitez voir des œuvres en particulier, mais sinon, on vous accueille quand vous voulez, avec plaisir, toute la semaine. Génial. Eh bien écoute, je te remercie 1000 fois pour ton temps. Merci de l'invitation.